Vous y croyez, vous, qu'un voilier comme celui qui est là, juste derrière moi, un IMOCA, construit pour faire le tour du monde par les 40e et même les 50e, pour naviguer dans des conditions très difficiles, qu'un voilier comme ça puisse plier en deux en 4 secondes et couler en quelques minutes? Je crois que ce qui est arrivé à Kevin Escoffier pendant ce Vendée Globe a vraiment marqué mais des millions de personnes. C'est quand même très impressionnant. Et ce sur quoi je voudrais m'arrêter dans cette vidéo, c'est sur la manière dont il a sauvé sa peau, parce que c'est vraiment très impressionnant et j'y ai vraiment beaucoup pensé. Et je pense que vous aussi. J'ai regardé les interviews de Kevin et de Jean Le Cam et son témoignage est vraiment très impressionnant. La rapidité avec laquelle il a dû évacuer son bateau est complètement impressionnante. Et je me suis dit, mais si un jour ça m'arrivait, est-ce que je saurais en faire autant? Si en plus il y a des équipiers, est-ce que je serais prête à quitter mon bateau suffisamment vite pour sauver ma peau, mais pour sauver aussi la peau de tout mon équipage. Donc c'est une question difficile et j'ai essayé de comprendre comment il s'était préparé pour être capable de faire ça, de prendre les bonnes décisions tout de suite, de ne pas perdre son sang-froid. Et je vous propose de regarder ça ensemble, d'essayer de comprendre ensemble comment il a fait et comment nous pourrions faire, nous, pour nous préparer à une telle éventualité. Pour bien réfléchir, je pense qu'il est important que nous ayons toute la séquence en tête. Et moi, je l'ai découpée en 10 étapes. Donc, première étape, le bateau plante dans la vague. Deuxième étape, le bateau se plie en deux, l'étrave à 90 degrés de l'horizontale. Troisième étape, l'eau envahit le bateau. Quatrième étape, Kevin lance un message de détresse avec son téléphone par satellite pour prévenir son équipe. Cinquième étape, il déclenche sa balise de détresse, la balise de détresse du bateau. Sixième étape, il enfile sa combinaison de survie. Septième étape, il prépare le radeau de survie. Huitième étape, il est envoyé à l'eau par une déferlante. Et du coup, neuvième étape, il se retrouve dans son radeau de survie pendant 12 heures à attendre qu'on vienne à son secours. Et alors, il porte une balise AIS dont on apprendra qu'elle n'a pas très bien marché, qu'elle a fonctionné au début, mais ensuite, Jean Le Cam, qui était à sa recherche, a perdu le signal. Et puis, dixième étape, eh bien, Jean Le Cam le trouve, lui envoie un boot avec une frite flottante, là, ces espèces de saucisses qui servent à récupérer des hommes à la mer. Et la grosse difficulté à ce moment-là pour Kevin, ça va être de réussir à monter à bord de l'IMOCA de Jean Le Cam avec sa combinaison de survie et puis sans doute la fatigue accumulée. Donc c'est vraiment très difficile, mais il est sain et sauf. Donc c'est vraiment énorme ce qui s'est passé. Donc je vous propose de décomposer ça ensemble. Je vois les traves qui remontent, mais à 90 degrés du bateau. Je mets la tête dans le bateau parce que j'étais à l'extérieur. Je mets la tête dans le bateau, et là t'as l'eau, mais c'est pas l'eau qui arrivait quoi. C'est en 3 secondes, tout s'est coupé. Il y avait de l'eau juste en haut du roof. J'ai même pas réussi à choper des drapagues à l'intérieur. J'ai juste sauté sur ma TPS. Et le temps, enfin, surréaliste. Alors voilà comment je décompose cette opération, évacuer un voilier qui coule le plus rapidement possible. Je pense qu'il y a 3 facteurs essentiels. Il faut déjà faire preuve d'un sang-froid très important. Alors on pourrait dire extraordinaire, mais non, puisqu'il faut que tout le monde, toute personne qui navigue puisse avoir ce sang-froid et on va voir comment ça se travaille. Ensuite, il faut avoir de l'organisation, il faut être bien organisé et puis très vraisemblablement, on l'a vu là, il faut une bonne condition physique. Alors le sang-froid, pourquoi je dis que tout le monde peut avoir du sang-froid? Eh bien parce que je pense que ça se travaille et dans le cas de Kevin Escoffier, il a fait une préparation mentale avant de prendre la mer. Donc il avait un préparateur mental, une sorte de coach, qui lui a appris à bien faire face mentalement aux situations difficiles.
Et je pense que même si nous n'allons pas nécessairement faire appel à un préparateur mental pour partir en croisière, ça serait peut-être un petit peu excessif, nous pouvons pratiquer ce qu'on appelle la visualisation, et c'est ce qu'on va faire là avec cette vidéo. On peut visualiser, se voir en train d'évacuer notre propre bateau dans le mauvais temps, par exemple, et ça va nous permettre de nous préparer et de voir de quoi nous aurions besoin et dans quel ordre nous devons agir. Et plus nous aurons bien ancré cette façon de faire, mieux nous serons préparés et plus au moment où ça arrive, eh bien, nous arriverons à conserver notre sang-froid. Alors un autre élément pour garder son sang-froid, c'est aussi de s'être entraîné avant. Et tous les coureurs du Vendée Globe ont fait un stage de survie où on apprend le maniement du radeau de survie, des fusées, on apprend à s'équiper, à bouger, à nager avec une combinaison de survie. Je pense que tout ça est extrêmement rassurant et permet également d'intervenir de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus assurée quand le besoin s'en fait sentir. Donc je pense, moi, que je vais faire un stage de survie. En tout cas, la prochaine fois que j'envisagerai de naviguer assez loin, je m'offrirai ce stage de survie. Puis si je le fais, ben, je ferai une vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Alors ensuite, l'organisation. L'organisation, bien sûr, le sang-froid, c'est bien, mais ça marche pas si on n'est pas organisé, si on ne s'est pas préparé avant. Et donc l'organisation, il y a 3 points. Il y a le matériel, dont on a besoin pour la survie, il y a la manière de le ranger et puis il y a la procédure qu'on va mettre en place. Donc au plan du matériel, à bord des IMOCA, il y a une balise de détresse pour le bateau, c'est du matériel obligatoire quand on navigue loin des côtes, en hauturier. Donc une balise qui va émettre la position du bateau, l'envoyer au satellite, qui vont la renvoyer au centre de sauvetage répartis un peu partout dans le monde. Et Kevin avait en plus une balise AIS, une balise individuelle qu'il portait sur lui, qui, elle, permet à tout navire équipé d'un récepteur AIS de détecter sa présence s'il est suffisamment proche, puisque ce sont des balises qui peuvent émettre jusqu'à 2000 seulement. Il avait une combinaison de survie, ça lui a clairement sauvé la vie, un radeau, matériel obligatoire également. Alors il faudrait faire attention au poids du radeau parce que j'ai regardé le poids minimum d'un radeau en sac, un radeau le plus petit qui existe de 4 personnes, c'est 33 kg et s'il est en container, c'est 40 kg. Donc si on est tout seul à le manipuler, ça fait quand même un poids assez conséquent. Ensuite, dans son radeau, il y avait un grab bag hauturier. Alors je le mentionne parce que les radeaux sont vendus séparément maintenant de ces grab bags. Et donc dans ce grab bag, vous allez trouver de quoi vous nourrir, des rations de survie, de l'eau, couverture thermique, des fusées, une trousse de secours. Mais vous pouvez très bien le composer vous-même. Et je conseille, et je crois que à un moment dans ses témoignages, Kevin dit qu'il aurait bien voulu rester un peu plus longtemps sur son bateau pour récupérer du matériel. Alors je suppose que c'est ce second grab bag qu'il voulait récupérer et dans lequel on va trouver des moyens, on va le fabriquer nous-mêmes, enfin le fabriquer, on va acheter un sac étanche dans lequel on peut mettre nos téléphones portables si on est à portée des côtes et sinon une VHF. Une VHF qui permettra de communiquer avec les secours. On peut y mettre également des documents officiels, passeport, carte d'identité, les papiers du bateau également, des moyens de paiement, une carte bleue par exemple. Et puis si parmi l'équipage il y a des personnes qui ont besoin de médicaments spécifiques, au cas où il faille passer un certain temps dans le radeau de survie, eh ben, ça peut être bien d'en mettre dans ce grab bag pour les avoir dans le radeau. Donc ça, c'est du matériel à préparer avant de partir, évidemment. Et ensuite, il va falloir le ranger de manière à ce qu'il soit accessible le plus rapidement possible.
Et pour que chacun sache où se trouve ce matériel, je vous conseille de faire un plan du bateau, une vue du dessus, des rangements du bateau, et d'y indiquer où est le matériel de sécurité, et d'afficher ce plan au-dessus de la table à cartes, par exemple, de sorte que chaque équipier puisse accéder à ce matériel aussi vite que possible. Concernant le radeau de survie, eh bien, il va falloir faciliter sa mise à l'eau. On a vu que c'est vraiment lourd, un radeau de survie. Donc, il y a des bateaux qui sont conçus dès l'origine avec des emplacements pour le radeau de survie. Je ne suis pas toujours persuadée que ces emplacements soient les plus pratiques, les mieux pensés. Ça dépend comment est agencé votre bateau, qu'est-ce que vous ajoutez comme matériel également. Par exemple, si vous avez un régulateur d'allure, l'évacuation par l'arrière sera plus difficile. Donc, il faut y penser avant à mettre son radeau de survie à un endroit d'où il sera plus facile de le mettre à l'eau. Et en même temps, il faut faire attention à ce qu'il ne soit pas emporté par une vague. Donc, c'est une équation un petit peu compliquée à résoudre. Mettre le radeau en sécurité et en même temps à un endroit d'où on puisse facilement le mettre à l'eau. Enfin, il y a une procédure. Il vaut mieux savoir à l'avance, très clairement, dans quel ordre. On a vu, Kevin, la partie la plus importante là, des 10 étapes, c'est tous les gestes qu'il a et qui vont lui sauver la vie. Il envoie un message de détresse, il déclenche sa balise, il met sa combinaison de survie et il s'occupe du radeau. Et c'est ça qui lui sauve la vie. Et donc, il ne faut pas se poser de questions à ce moment-là. Il avait vraiment très 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 peu de temps. Le bateau apparemment a coulé assez vite puisque le signal de la balise Epirb a disparu assez rapidement. Et donc, il faut vraiment que cette procédure, voilà, on ne doit pas se poser de questions, on ne doit pas douter. On sait ce qu'on a à faire, on le fait et on le sait dans quel ordre on doit le faire. Et cette procédure aussi, idéalement, devrait être connue de tout l'équipage, donc il faudrait l'afficher. Alors la difficulté de l'afficher, c'est que là, on est sur l'évacuation du bateau, l'évacuation la plus rapide possible, mais il peut y avoir des procédures en cas d'incendie, en cas d'homme à la mer, donc ça fait plein de procédures. Ben, malgré tout, je pense qu'il peut être vraiment intéressant si vous naviguez en équipage, d'en discuter avec vos équipiers et d'avoir une petite liste très simple hein, avec petit 1 on fait ça, petit 2, petit 3, etc. Et alors ensuite, je parlais de la condition physique. Donc je pense qu'il faut vraiment une bonne condition physique pour pouvoir supporter un tel événement. Or, nous, plaisanciers, on a un peu tendance à négliger cette question-là. Souvent, beaucoup d'entre nous ne naviguent pas l'hiver et on reprend la navigation au printemps ou voire en été. Quand on ne possède pas de bateau, c'est encore pire dans le sens où on va louer un bateau, on va vouloir en profiter tout de suite, mais on n'a pas navigué de toute l'année et on n'a pas forcément fait de sport avant. Donc, si jamais on a un gros souci et qu'on est obligé d'évacuer le bateau, eh bien, ça risque de peser quand même cette question de condition physique. Hein. On a vu, bien sûr, jamais ça nous arrivera de devoir monter à bord d'un IMOCA en combinaison de survie par 40 degrés sud. C'est hautement improbable, mais on peut quand même se retrouver dans des conditions de mer difficiles et à avoir à monter dans un radeau de survie, à devoir être évacué. Donc, meilleure sera notre condition physique et plus aussi on sera en mesure eh bien, de mettre le radeau à l'eau, de mettre nos équipiers en sécurité. Donc, je pense que ces 3 points sont vraiment très, très importants. Si on fait tout ça, si on se prépare, si on s'organise, si on travaille notre condition physique, est-ce que on arrivera à avoir la présence d'esprit, le sang-froid, à se contrôler suffisamment pour réagir de manière appropriée? Eh bien, moi je pense que oui. J'ai le souvenir de moments où j'ai vraiment senti cette importance de travailler le sang-froid et donc avec l'entraînement et la visualisation, je pense que ça pourrait vraiment beaucoup aider. Je me souviens que là où pour moi ça a été le plus difficile, parce que, bah, il nous arrive toujours des galères quand on fait du bateau, quand on fait souvent du bateau et on a souvent
peut-être pas souvent, mais il arrive qu'on ait des accidents, des événements à résoudre et qui demandent effectivement un petit peu de self-control. Et je me souviens, une première fois, j'ai navigué avec mon fils, mais qui était bébé. Il était assis sur mes genoux à côté de la barre. On rentrait au port et il a mis son doigt dans l'axe de la barre. Et à ce moment-là, son père qui était à la barre a relevé la barre parce qu'il s'est mis debout pour pouvoir mieux voir. Et ça a commencé à sectionner le pouce de mon fils qui avait mis donc il avait 15 mois, qui avait mis son doigt à cet endroit-là sans que je m'en aperçoive. Donc je me suis rendu compte qu'il gémissait un petit peu. Je me suis tournée vers lui et là j'ai vu ce qui se passait. Et je vous assure, j'ai blêmi, je me suis vraiment sentie très mal. Donc j'ai averti le barreur et son père, mais maintenant il fallait que je sache très rapidement lui dire s'il devait rebaisser ou monter la barre pour libérer le pouce. Moi, j'avais pas vu le geste qui avait emprisonné le pouce du bébé dans la barre. Et donc, si je me trompais, eh bien, vu le bras de levier, il lui sectionnait le pouce tout simplement. Et en même temps, il y avait des bateaux partout autour, donc de toute façon, il fallait faire quelque chose. Donc, j'ai trouvé heureusement la bonne solution, mais je me souviens quand même de sentir monter l'angoisse comme ça. Et c'est voilà pour un événement comme ça. Et deuxième événement, il y a 3 ans, j'avais loué un bateau à un particulier et je naviguais en Bretagne avec une copine et puis un de mes enfants, donc qui là avait 14 ans, et puis le fils de la copine qui avait le même âge. Et à un moment, les garçons m'ont dit qu'il y avait de l'eau dans le bateau, dans le fond du bateau. Donc du coup, je suis descendue dans la cabine et effectivement, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Et donc j'ai commencé, premier réflexe, j'ai ouvert la porte des toilettes parce que c'est souvent par là qu'arrivent les ennuis. Mais non, tout était normal. Et l'eau montait vraiment très vite. J'ai mis une pompe en route, mais ça suffisait pas du tout. Donc j'ai pris un seau. Et là, j'ai à nouveau senti comme ça cette angoisse qui monte et qui brouille l'esprit. Et j'ai vraiment dû la chasser pour me mettre à inspecter toutes les vannes de ce bateau que je connaissais pas bien et qui, je commençais à le remarquer, n'était pas très bien entretenu. Et donc c'est qu'au prix de cet effort-là que j'ai pu trouver le tuyau qui avait été sectionné et qui causait effectivement une entrée d'eau monumentale. Au prix de quoi tout s'est bien passé au final. Donc je crois que quand on a... et c'est justement parce que j'avais déjà imaginé que faire en cas de voie d'eau, si l'eau monte dans le bateau, que d'ailleurs j'ai pu maîtriser cette angoisse et avoir la bonne réaction. Donc, même si vous vous dites que c'est pas si facile, moi je pense vraiment qu'en se préparant, du sang-froid, on en trouvera, on en aura au moment voulu. Bon, j'espère que je vous ai pas trop fait peur avec cette histoire de survie, d'évacuation de bateau. Si vous voulez en savoir plus sur la sécurité en mer, j'ai écrit un très long article de blog. Il y a d'ailleurs une petite étiquette qui s'affiche là ou là au-dessus de ma tête qui vous mène à cet article où je parle aussi de l'homme à la mer, de l'incendie à bord et tous les trucs pas sympas qui peuvent se produire à bord d'un voilier, mais toujours dans l'optique de se préparer, de prévenir et de faire en sorte finalement que ça n'arrive pas. Et puis, si vous êtes en course, ne lâchez rien. Il va y avoir la remontée de l'Atlantique bientôt, si vous jouez à Virtual Regatta, et qui va complètement rebattre les cartes pour ceux qui se trouvent un petit peu loin derrière. Il y aura des options météo à prendre. Et donc, on ne sait vraiment pas qui va gagner ce Vendée Globe virtuel pour le moment. En attendant, moi j'aimerais bien les rattraper là, ceux qui sont devant là.